Une semaine d'agonie. 168 heures se sont écoulées. Nous avons attendu pour découvrir ce qui se passe lors des retrouvailles de notre héros avec son ami perdu. La tension atteint son paroxysme dans ce nouvel épisode de Primal, intitulé « Les morts ne projettent pas d'ombre », où le destin de nos héros s'entrelace. Dans une lutte désespérée pour la reconnaissance et la survie, Lance, piégé dans son corps inerte, lutte pour retrouver les fragments d'une mémoire qui semble s'être évanouie dans l'abîme de la mort. Il cherche en vain une étincelle d'humanité dans les yeux jaunes de son ancien amour. Croc se dresse comme une barrière de pur instinct et de méfiance, réticent à accepter que le monstre devant lui soit son ancien compagnon de bataille. Entre chasse, humiliation, attaque de babouins, assassins et rituels de protection, le groupe doit faire confiance à un allié du monde des morts. La vraie épreuve commence. Les liens du passé pourront-ils surmonter le froid silence de la tombe ? Avant de commencer, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude aux membres de l'En-Minutos. Votre soutien fondamental est ce qui rend possible la création de chaque vidéo. Si vous souhaitez faire partie de cette famille et soutenir notre contenu, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, dans une intensité totale avec Lanza face à son meilleur ami, tandis que l'énorme dinosaure ouvre ses mâchoires, prêt à attaquer. De son point de vue, ce qu'il voit ne ressemble en rien à l'être qu'il a autrefois suivi jusqu'à la mort, en pleine bataille. Dans son dos, Red et Blue attendent les ordres de leur mère, qui reste dans un état de défense absolue. Le moindre faux mouvement déclenchera une morsure d'une force écrasante, capable de le couper en deux en un instant. Sa main inerte, réduite à l'état d'os, est troublante et ses yeux vides ne font que confirmer qu'il n'y a plus rien à sauver chez cette créature. Cependant, ce sont les yeux de Mira qui semblent observer attentivement, au lieu de simplement juger la scène. Aussi surprise que les autres, après quelques secondes d'hésitation, elle parcourt du regard la silhouette devant eux. Elle observe le cerveau, exposé de cette chose, entouré de moustiques qui volent si près qu'ils parviennent à se nourrir du fluide qu'il dégage. Son extrémité n'est pas seulement de l'os, mais elle a été aiguisée pour devenir une arme mortelle qui pend lourdement, finalement, à son cou. Le pendentif reconnaissable est la preuve définitive qu'il est face à quelque chose de familier. Dans les yeux de Lance, on peut voir clairement l'intention d'avancer vers eux, mais le rugissement tendu et constant de Croc le maintient complètement immobile. Le gigantesque animal lui fait un signe sans équivoque pour qu'il s'en aille. Cependant, dans son mouvement suivant, Lance fait exactement le contraire de ce qui est attendu. Il lève sa main d'os, prend son arme et la place en position verticale, indiquant par ce geste qu'il ne représente aucune menace pour les chamans, qui viennent tout juste à cet instant précis de sortir de l'état profond de choc dans lequel ils étaient piégés. Ils observent la main d'os tenant la lance d'une manière qui leur semble étrangement familière. Mais la peur paralysante les empêche de croire que cela pourrait être vrai. Ils choisissent plutôt de refaire le rituel précédent. L'un d'eux utilise ses mains nues pour creuser un trou dans le sol et allumer le feu, tandis que l'autre jette de l'eau bénite autour de lui. Dans une tentative désespérée d'éloigner le mal que ce visiteur a apporté avec lui, une fumée épaisse commence à s'échapper du trou, s'élève vers le ciel et se répand. Il les observe attentivement, incapable de comprendre ce qu'ils font à cet instant. Il le regarde, détaille chaque trait de son corps et se permet de ressentir de la curiosité plutôt que de la peur. Elle avance résolument vers le mort-vivant, mais les crocs de Colmillo lui barraient la route. Immédiatement, l'énorme animal place sa gueule près du ventre de la femme, lui rappelant le précieux cadeau qu'elle met en danger à cause de sa curiosité. Cependant, Mira pose ses mains sur son museau et l'écarte avec une marque d'affection. Puis elle lève à nouveau les yeux vers Lance et marche directement vers lui. Une fois qu'elle est suffisamment proche, elle peut percevoir son odeur, et elle est témoin d'un essaim de mouches et de moustiques qui sont ses fidèles compagnons. Mais cela ne semble ni la dégoûter ni la repousser. Au lieu de cela, elle lève la main, chasse les insectes du visage de Lance et s'accorde quelques secondes pour l'observer de près. Le mort-vivant suit le mouvement de la main avec ses yeux, mais le reste de son corps reste immobile, se trouvant devant la femme qu'il a aimée de son vivant, dont le souvenir est encore enfoui dans l'abîme de son esprit. À cet instant précis, elle parle et prononce son nom à haute voix, comme si sa voix était une clé ancestrale vers la mémoire de notre héros. Un souvenir net apparaît dans son esprit, mais celui-ci n'est pas semblable au fragment flou qu'il gardait de Colmillo. Ce souvenir est vif, clair comme de l'eau et plein de couleurs. Il a laissé derrière lui les silhouettes sombres et les sons facilement confondus avec sa voix. Mira lui a rendu une partie de sa mémoire perdue. Pour la première fois depuis son retour, Lanza revoit clairement son passé. Elle répète son nom encore et encore avec calme, posant sa main sur sa propre poitrine, en langue des signes, comme si elle voulait se présenter et obtenir une réponse de sa part. Lanza essaie, ouvre la bouche, mais tout ce qui sort,
C'est un léger grognement dénué de sens provenant de ses belles lèvres. Son nom jaillit à nouveau d'elle, et Lanza reste captivé par la vision pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il fasse finalement un effort total et essaie de parler. Cependant, il n'émet que des sons gutturaux qui l'effraient. À ce moment-là, Croc remarque le danger en interprétant ses rugissements comme une attitude hostile et s'approche pour pousser un rugissement si fort et si proche qu'il le fait reculer. Ses énormes mâchoires se placent juste devant Lance, et le vacarme lui rappelle vivement son combat contre les lions dans la cité perdue. Cependant, au lieu de se sentir menacé, le rugissement de Croc provoque chez Lance quelque chose qu'il désirait depuis le début de son voyage. Cela lui donne accès à une version complète de sa vision à son sujet. Il voit maintenant clairement ses mâchoires, ses rayures et ses couleurs, celles qu'il avait suivies avec ferveur à travers la sauterelle lors de son précédent voyage. Cette sauterelle lui avait rendu espoir de retrouver son vieil ami, un compagnon qui désormais ne semble plus le reconnaître, mais reste si proche qu'il pourrait presque le toucher. À peine sorti de sa vision, Lance répond au rugissement de Croc par un autre similaire. C'est sa tentative désespérée de communiquer avec lui, et de lui dire qu'il le connaît d'une certaine part. Après quelques secondes, un sourire se dessine sur son visage inerte. Il laisse tomber sa lance et lève les mains en signe de victoire. Avec des mouvements désespérés et peu coordonnés, il essaie de leur raconter ce qu'il a vécu pour arriver jusque-là. Il montre sa main puis le sol, comme s'il essayait d'expliquer comment ce démon nain des profondeurs a dévoré sa chair dans la caverne. Mais à la place, Mira et Croc le regardent comme s'il était fou. En plus d'être mort, leur regard se fixe sur lui, essayant de comprendre ce qu'il essaie de transmettre. Mais Lance est incapable de communiquer clairement avec des mots. Il ne produit que de légers grognements, et choisit donc d'utiliser son corps pour raconter son histoire. Il saute d'un côté à l'autre, à quatre pattes, imitant la sauterelle qui lui a rappelé les couleurs à chercher. Ensuite, il mime manger sa main, et se remplit de colère, repensant à son combat dans la grotte contre les démons aveugles dévorant la chair d'innocents. À la fin, il s'effondre, et avec des pierres, reconstruit la tombe de son ami la sauterelle. Pourtant, tout cela n'a aucun sens pour Mira. Elle reste debout, attendant un signe qu'il est sur quelque chose de plus. À ce moment-là, Lanza s'approche d'elle, enlève son pendentif et essaie de le lui donner. Mais Colmilo recule. Le dinosaure fait des gestes avec ses pattes. Il s'arrête, en signe de refus. Est-il réticent à croire que cette chose soit l'homme qu'il considérait comme son ami et qu'il a accompagné au combat? Le gigantesque animal fait 2 pas en arrière et les petits raies des Blues essaient de s'approcher, mais elle les en empêche. Dans son regard, les petits comprennent que leur mère ne plaisante pas. Alors ils reculent sans faire d'histoire. À ce moment-là, l'un des chamans montre une blessure sur son flanc. Pendant ses danses, pour éloigner le mal, celle-ci s'est ouverte, laissant couler le sang et lui causant beaucoup de douleur. Une seconde plus tard, il s'effondre et regarde accourt immédiatement pour lui porter secours, laissant Lance debout à l'extérieur du campement, luttant contre l'amère défaite de ne pas avoir été reconnu. Mais notre héros n'a ni voyagé, ni traversé tant d'épreuves pour abandonner. À cet instant, il est resté là, immobile, debout, aussi longtemps qu'il le fallait, jusqu'à ce qu'elle lui donne une autre chance. La nuit est tombée, et le groupe a allumé un grand feu de camp. Croc est resté près d'elle, la protégeant avec sa queue pour l'empêcher de s'approcher de cette chose. Mais regarde, elle a passé toute la soirée à l'observer attentivement, attendant qu'à un moment donné ses soupçons se confirment. Dans son dos, les chamans, ayant retrouvé leur force, ont construit une protection en bois et repris leur prière pour que la créature parte et les laisse en paix. Cependant, au lieu de les suivre, Mira s'est levée, a marché d'un pas ferme jusqu'au feu de camp et a pris un poulet rôti qui reposait sur une pique. Elle a gardé sa démarche décidée jusqu'à Lance, puis a levé les mains et placé la nourriture devant son visage, comme une offrande de paix. Avec ses yeux jaunes et pourris, Lance observait la nourriture sans savoir quoi en faire, n'ayant plus aucun souvenir de ce que signifiait manger. Aussitôt, il a émis un petit grognement, et Mira a compris le message. Elle a immédiatement lancé le poulet par-dessus sa tête, et à cet instant, Red et Blue sont apparus pour le dévorer sans pitié. Après cela, Lance est resté à fixer la femme en face de lui, et elle a soutenu son regard pendant plusieurs instants, dans un silence de mort. Peu après, elle s'est accroupie, a tendu la main vers le sol et l'a caressé doucement, lui indiquant qu'il était sûr de s'asseoir contre toute attente. Lance comprit le message et se laissa tomber, mais d'une manière qui donnerait la chair de poule à n'importe qui. Pendant qu'il s'accroupissait, ses os craquèrent et son dos fit un bruit sec. Il tomba sur la terre comme s'il pesait une tonne de pierre. Mais au moins il réussit ce que Mira attendait de lui. Une fois qu'ils furent enfin assis face à face, une menace mortelle surgit des broussailles. Un énorme serpent orange se glissa juste à côté de Lance, en direction du feu. Tant Croc que les chamans se mirent en état d'alerte maximale, un signe clair que cet animal était extrêmement mortel.
Le serpent percute directement la jambe de Lance, puis se dresse de façon menaçante et attaque avec une grande rapidité, plantant ses crocs dans sa chair morte. Elle regarde effrayée, recule un peu et d'un regard indique à Lance ce qui se passe. Celui-ci baisse la tête vers sa jambe et observe comment l'énorme serpent lui injecte du venin dans tout le membre. Le poison apparaît comme une tache verte qui s'étend chaque seconde. Rien que le bruit du reptile suffit à faire paniquer les chamans, qui reprennent leur danse de protection. Révélant qu'ils ne sont pas aussi courageux ni puissants qu'ils le laissaient apparaître, ils commencent à se frapper avec des branches, dans ce qui semble être un rituel que seuls eux comprennent. Simultanément, Lanza bouge sa main, avec détermination, saisit le serpent par le cou et le serre fermement, puis il lève le bras et l'offre à Mira comme un cadeau. Cependant, la réaction de Mira lui fait comprendre qu'elle est terrifiée. Il baisse alors les yeux vers l'animal, le venimeux, et son expression se transforme en une pure haine, grâce à Mira. Lanza a compris que ce qui s'est passé était une attaque, et, en une seconde, il serre le poing avec une force dévastatrice, brisant les os du serpent. En un instant. L'animal meurt peu après, ses yeux sans vie semblant presque sortir de leurs orbites sous la pression. Une fois que le serpent a expiré, Lanza lève les yeux vers Mira et sourit, attendant qu'elle lui fasse signe qu'il a bien agi. Elle lui répond par une légère moue d'approbation. Le mort-vivant jette le cadavre du reptile sur son épaule, et les frères passent en courant à toute vitesse pour le dévorer, ce qui permet à Lanza de rester un peu plus longtemps. Il s'approche à nouveau pour poursuivre son interaction en regardant. Une fois qu'il est suffisamment proche, il regarde, remarque que Lanza ne cligne pas des yeux, aussi souvent qu'un être vivant. Ses yeux se comportent de façon erratique, et cela éveille en lui une profonde curiosité. À ce moment-là, on perçoit le signe qu'une idée lui est venue. Aussitôt, il soulève son poncho et révèle son ventre. Ensuite, il prend la main de Lanza, celle qui n'est pas une arme mortelle, faite d'os, et la place sur son ventre. Il donne ainsi au mort l'occasion de comprendre ce qu'il essaie de lui communiquer. Pendant quelques secondes tendues, longues et angoissantes, Lanza reste immobile, la main posée sur elle. Tout en l'observant avec impatience, elle surveille Croc qui, d'un regard menaçant, attend le bon moment pour le déchiqueter. Malgré ce que Mira espérait, Lanza ne montre aucun signe d'avoir compris son intention. Alors elle décide d'essayer quelque chose de différent. Elle utilise son doigt pour dessiner sur la terre une figure qu'il puisse reconnaître avec des traits fermes. Elle dessine une mère avec une vie qui grandit dans son ventre. Ensuite, elle attire l'attention de Lanza sur son corps et lui parle encore. Mais il ne comprend pas ce qu'elle veut lui dire avec tant de ferveur. À cet instant, Lanza pousse un puissant rugissement vers son ventre et regarde, réagit, le repoussant violemment en arrière. Fatiguée par tant de tentatives infructueuses, elle se lève et retourne auprès de Colmilo, montrant sa frustration, tandis qu'elle s'éloigne. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle regarde et essaie de s'endormir, elle entend Lanza utiliser sa main morte pour tracer quelque chose sur le sol, modifiant le dessin qu'elle avait fait. Pleine d'espoir, elle se relève et s'approche à nouveau, mais en regardant le sol, elle n'y voit que des lignes sans sens. Il a juste gâché son dessin précédent, sans montrer de progrès dans la compréhension de la situation. Déçue, elle retourne auprès de Croc, qui garde toujours son regard de haine et de mépris, accompagné d'un grondement léger mais constant, rappelant à Lance qu'il n'est pas le bienvenu ici. À ce moment, la scène change soudain, et les villageois sont massacrés par les entélodontes. Femmes, hommes et personnes âgées sont dévorés par les créatures qui se partagent leur chair dans un festin qui semble sans fin. Soudain, elle se réveille en sursaut, et nous réalisons que ce n'était qu'un cauchemar. Cependant, à ses côtés, Croc rugit férocement contre Lance, qui se tient très près d'elle. Le rugissement est une tentative désespérée de le faire reculer. Elle se lève immédiatement, pose ses mains sur l'énorme dinosaure et parvient à le calmer. Du moins pour le moment. Même si Croc continue de grogner avec une force qui met sa patience à l'épreuve. Ensuite, elle prend son arme et commence à marcher résolument en direction de la vallée. Quelques secondes plus tard, Croc la suit et Lance fait de même. Ainsi, le groupe reprend sa mission pour sauver le petit bleu et commence à suivre à nouveau la piste olfactive des villageois disparus. Après un moment, il trouve un morceau de tissu accroché à une branche épineuse. Il l'observe attentivement et fait signe à sa mère de venir vérifier la découverte. Peu après, il voit que ce sont des poils d'entélodonte et plus loin, il découvre une trace de sang frais. À chaque pas, le groupe se rapproche de sa destination, redoublant d'efforts pour rattraper les villageois avant qu'il ne soit trop tard. À l'arrière, Lanza les suit du mieux qu'il peut, gardant le rythme et attendant le moment opportun pour se rendre utile. Après une journée entière de marche, l'équipe s'arrête pour se reposer. Là, les chamans trouvent une sorte de bracelet qui leur indique le chemin à suivre. Ils ne perdent donc pas plus de temps et reprennent leur progression vers les profondeurs de la jungle. Derrière eux,
Lanza les suit d'un pas ferme, aussi rapide qu'il peut se le permettre, jusqu'au moment où les petits ne peuvent plus faire un pas de plus et s'effondrent d'épuisement. Colmillo observe Mira, et elle comprend immédiatement qu'il est temps de se reposer. Les petits dorment les uns sur les autres, mais lorsque les chamans s'apprêtent à sortir leurs bâtons pour commencer une fois de plus leur agaçant rituel, les petits se lèvent avec des forces renouvelées, et leur arrachent leurs sacs pour les détruire avec leurs dents acérées. Un peu plus tard, Lanza parvient à les rattraper et s'approche d'un pas ferme jusqu'à l'endroit où ils se trouvent. « Regarde !» Elle lui sourit pour lui indiquer de s'asseoir, mais Croc réagit violemment et le repousse tout en grognant pour qu'il garde ses distances. À ce moment-là, Lanza se lève, peut-être fatigué de son attitude ou prêt à répondre à l'attaque, et lui rugit de toutes ses forces. Ignorant que ce vacarme vient de réveiller autre chose, un sanglier apparaît derrière eux. Un dîner digne qui permettra à ses enfants de retrouver de l'énergie. C'est pourquoi Croc se lance à toute vitesse pour le chasser à cet instant, face au cri du cochon. Un nouveau souvenir surgit dans l'esprit de Lanza, le souvenir d'une chasse similaire. Pendant que Croc avance dans la forêt, il remarque que Lanza court à ses côtés, l'observe et ses gestes lui rappellent brièvement quelqu'un qu'il pourrait connaître. Cependant, il décide d'accélérer le pas pour revendiquer la proie comme la sienne. L'énorme dinosaure court à travers les broussailles et se jette d'une grande hauteur sur le sanglier. Mais une seconde avant de l'écraser de tout son poids, une lance lui arrache la proie des griffes dans un lancer parfait. Croc tombe lourdement au sol et Lance apparaît à ce moment précis pour utiliser la tête du dinosaure comme appui et réclamer la proie, l'humiliant tout en le battant à la chasse. À ce moment-là, Croc ne le prend pas du tout bien. Il charge Lance contre un arbre et lui grogne dessus d'un ton menaçant jusqu'à ce que ce dernier laisse tomber la proie, puis il la lui arrache. Dans son regard, on peut voir que Lance ne compte pas en rester là. Il rattrape Croc et le charge de toutes ses forces, réussissant à le faire tomber. Le gigantesque animal se relève, referme ses mâchoires et coupe le cochon en deux. Ensuite, il se met en position d'attaque, montre ses crocs et brise des os. Alors que Lance dégaine son arme pour lancer la bataille entre rugissements et gestes menaçants, un affrontement inédit va commencer. Mais soudain, le cri d'un chaman les avertit qu'il se passe dans le campement bien pire qu'une querelle de chasse. Les chamans sont attaqués par des babouins tueurs de la taille d'un homme. Ces énormes animaux ont des griffes et des crocs, aussi tranchants que des rasoirs, et ils tuent les chamans sans difficulté, brisant leur cou d'un geste rapide. Il leur fait face avec rouge et bleu, mais ils sont en infériorité et la situation est mauvaise. Lorsque notre duo de héros arrive sur place, une douzaine de babouins se jettent sur eux, maîtrisant l'énorme dinosaure, et Lanza, qui pendant un instant ne sait pas comment réagir face à l'attaque. Néanmoins, c'est à ce moment précis que son instinct de combat refait surface avec force. Tous deux se relèvent avec un rugissement de fureur et commencent à anéantir tout ce qui se trouve devant eux. Face à cette férocité, les babouins fuient, mais ils sont poursuivis sans relâche dans la forêt. Le chef de la troupe a capturé Mira, et Lanza le poursuit à travers les branches des arbres, tandis que Croc continue la chasse depuis le sol. L'énorme babouin possède assez de force pour tenir la femme d'une main tout en se balançant de l'autre. Ses sbires le suivent à grande vitesse, tandis que Lanza s'efforce de garder le rythme. Cependant, en essayant de s'accrocher à une branche, il échoue et tombe bruyamment dans le vide. On le voit pour la dernière fois quand son corps heurte les branches avant de toucher le sol. Malgré cela, Lanza ne renonce pas. Il revient sur ses pas, remonte en hauteur et effectue le saut une fois de plus. Cette fois, il réussit, mais à la tentative suivante, il échoue à nouveau et tombe, étant obligé de reprendre tout le chemin à travers les arbres. Encore une fois. Finalement, après 3 tentatives, il parvient à atteindre les babouins, transperce l'un d'eux avec un lancer parfait à distance et en passant en courant, récupère son arme. Peu à peu, il prend le coup pour se déplacer dans les arbres et un à un, il tue les babouins. Alors qu'il les rattrape, le chef continue de fuir tandis que le reste de la troupe revient l'attaquer ensemble. Il les encercle de tous côtés et attaque en même temps, mordant, griffant et arrachant des morceaux de chair morte à notre héros. Il répond avec fureur, tuant sans pitié et les cadavres tombent au sol, là où Croc se déplace à grande vitesse. Il ne reste plus que la silhouette de Lance sur les corps ensanglantés des monstres qui ont emporté sa demoiselle. Plus loin, Mira tente de se libérer du chef en le mordant violemment, mais celui-ci ne réagit pas, il exerce une pression sur son corps, lui causant une douleur intense. Peu après, le chef arrive à son nid, en hauteur. Là, il laisse tomber sa proie assiémée à l'intérieur, où reposent des dizaines de squelettes de victimes passées, et de petits yeux rouges l'accueillent. En un instant, une dizaine de bébés babouins se jettent sur elle, essayant de se nourrir de sa chair. Elle s'arme d'os et se défend assez longtemps jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture dans le sol qui lui permet de s'échapper. Ensuite,
Elle descend prudemment par les branches, marchant lentement pour garder l'équilibre, mais elle est surprise par des babouins qui la font glisser, à la dernière seconde. Elle s'accroche à une liane, et Lanza apparaît pour éliminer la menace. Il attrape les babouins par le cou et les jette au loin. Mais dans son attaque, il détruit la liane qui retenait Mira, et elle tombe dans le vide en criant. En la voyant tomber, Lanza réalise son acte et se précipite pour l'attraper en vol. Ensuite, il l'entoure de ses bras, et utilise son corps comme bouclier pendant la descente, traversant les branches jusqu'à ce qu'il touche le sol. L'impact est si fort qu'il fissure le béton sous eux. Regarde, elle est indemne, mais Lanza ne réagit pas, et elle suppose qu'il est mort. Cependant, quelques secondes plus tard, le zombie se relève, se remet, et tandis que ses os craquent, il se tient debout avec un sourire. Regarde. Elle l'observe avec émotion, mais soudain son épaule se déchire et sa chair se détache, elle manque de perdre le bras. Dans la scène suivante, Mira utilise fil et aiguille pour réparer son sauveur, recousant son bras point par point. En remerciement, Lanza lui fait signe de la main vers son doigt cassé, redonnant brièvement à Mira l'espoir qu'il comprenne la situation. Malheureusement, Croc reste contrarié. Sa posture demeure menaçante et son grognement constant rappelle à Mira qu'il y a encore un différend entre eux. À ce moment, Rouge et Bleu s'approchent de Lanza, le saluent et lui souhaitent la bienvenue dans le groupe. Ils posent leur tête sur ses jambes et se reposent tranquillement contre lui. En voyant la scène, Mira tente à nouveau, pose la main sur sa poitrine et dit son nom à voix haute. Encore une fois, elle reçoit un grognement, mais comprend cette fois qu'il ne s'agit peut-être pas d'un rejet, mais d'une tentative sincère. Désespérée de communiquer, elle sait qu'elle ne doit pas abandonner. Ils doivent simplement continuer à s'exercer patiemment jusqu'à ce que les souvenirs lui rendent l'homme perdu depuis si longtemps dans la mort. Merci.